Et le costume est une véritable déclaration de guerre par rapport à l'ancien ordre. Le costume représente maintenant un peu l'uniforme du pouvoir, du conseil d'administration, du Kiet Luxury. Nous allons parler d'un pays qui s'appelle la Turquie. Et il en a, comme vous le savez, avant l'arrivée de l'homme providentiel qui est Kemal Atatürk, il y avait donc un califat. Alors, les anciens costumes ottomans étaient faits en fait pour diviser la population en ethnie, en religieux, bien sûr, puisqu'il y avait aussi bien des musulmans que des chrétiens et des juifs. Et donc on pouvait immédiatement savoir qui était qui. Et donc c'était aussi un statut social. Voilà. Donc en imposant le costume, il arrive à une sorte de révolution telle qu'on l'a connue sous la Révolution française, et ensuite par Brumel, qui impose au fur et à mesure un costume moderne. Et Mustafa Kemal, donc avec sa révolution kémaliste, impose ce costume en même temps qu'il impose un code civil, une administration, la séparation des pouvoirs, et bien entendu, le militaire est différencié du civil. Alors, le costume qu'il impose, le costume moderne, donc, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, est fait pour laïciser, pour surtout l'égalité des droits. C'est une véritable révolution qu'impose Mustafa Kemal. Alors, bien que le fez daté du 19e siècle, il interdit le fez, et le fez c'est vraiment l'ennemi, ainsi que les vêtements traditionnels ottomans turcs. Nous avons donc Mustafa Kemal qui devient président, donc le premier président de la République turque, et dès 1925, il impose une loi sur le chapeau occidental avec bord, donc fedora, panama et haute forme. Le chapeau à l'occidental a un bord, ça c'est très important. Ce chapeau ne permet pas de faire les 5 prières quotidiennes chez les musulmans. Alors que le fez, on pouvait garder son fez et faire sa prière sans problème et toucher du front le sol. Porter un chapeau, même un petit peu avant la proclamation de la République, c'était considéré comme être un chrétien, notamment on visait les Arméniens. Eh bien, Atatürk le retournera contre ces personnes et imposera, dans une sorte d'apostasie, mais civile et laïque, et obligatoire, le chapeau. Alors, passons maintenant au côté sartorial et voyons un peu comment Mustafa Kemal Atatürk mettra en exemple lui-même ses caractéristiques sartoriales. Donc, dans un premier temps, il commence à s'habiller, après avoir quitté l'uniforme, il s'habille à l'occidental, et je dirais, la façon de s'habiller est de 3 ordres. Le premier, c'est le costume 3 pièces, cravate. Là, c'est le costume de la journée, de tous les jours. Le deuxième style, c'est le style, disons, beaucoup plus formel, tel qu'on peut le voir sur certaines photos, comme la queue de pie, donc le frac, le smoking et la jaquette. Et alors là, c'est carrément une seconde révolution dans la révolution kémaliste, vêtements de sport, donc polo, etc. Et même on le voit sur certaines photos, en maillot de bain. Alors, pour imposer surtout le costume cravate à sa population masculine, il a un atout, c'est qu'il a un tailleur arménien qui s'appelle Levon Kordosian, qui déjà taille des costumes, se débrouille, mais pour Mustafa Kemal Atatürk, c'est pas suffisant. Il l'envoie à Paris, et donc il se perfectionne, ce Levon Kordosian, à Paris, et
Ce Levon Cordossian existe toujours. Il y a même son arrière-petit-fils qui est là pour continuer l'uniforme, qui est le nouvel uniforme, qui est ce costume 3 pièces, et qui fait aussi donc des smokings. Quand il revient, il s'est perfectionné, et il est aussi le tailleur d'Atatürk, mais aussi de d'autres personnalités. Pour revenir donc au costume 3 pièces, il est bien sûr... Il est utilisé aussi bien par Atatürk que pour la grande majorité des gens, des Turcs, comme vêtement de travail. Les Turcs essayent d'imiter donc leur leader aussi, pour ceux qui sont un peu plus riches bien sûr, le soir, dans les réceptions, théâtre, cinéma, etc. Opéra même, donc c'est complètement nouveau. Ça fait partie de la révolution kémaliste. Là, on s'habille pour les hommes, les femmes en robe longue, etc., à l'occidentale, mais aussi pour les hommes en smoking, ou même mieux, en frac, ou en jaquette. Là, pour les vacances, pour la détente, Kemal Atatürk n'hésite pas, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à se mettre en polo et en pantalon de lin, et même se laisser photographier en petite tenue, j'allais dire, donc en maillot de bain. Et la plupart des gens qui sont à Ankara ou à Istanbul l'imitent, bien sûr. Alors, en mettant l'accent sur le costume 3 pièces, sur la queue de pie, smoking, et les tenues sport, dont le maillot de bain, c'est carrément une déclaration de guerre à l'ancien Empire ottoman. Dont il ne reste plus grand-chose. Surtout quand il meurt en 1938, la nouvelle jeune République turque a su faire sa révolution et n'a plus rien à voir avec l'ancien Empire ottoman. Si Mustapha Atatürk a réussi sa révolution sartoriale, il faut dire qu'il s'est appuyé aussi sur le fait que, non seulement il impose, bien sûr, de façon un petit peu dictatoriale, mais il impose son costume moderne, mais sur des bases solides. Laïcisation de la société, code civil, séparation des pouvoirs. Donc c'est vraiment une révolution kémaliste. Ensuite, deux autres personnages, Reza Shah, plutôt, d'Iran, et Amouladin Khan, d'Afghanistan, essayent de l'imiter, sans succès, car en imposant une sorte de révolution du vêtement à l'occidental, Reza Shah d'Iran et Amouladin Khan d'Afghanistan, en fait, ne s'appuient sur rien du tout. Et il n'y a pas de révolution du tout chez eux, ça reste traditionnel, et ils essayent d'imposer de façon artificielle un vêtement occidental. Ça ne peut pas marcher, évidemment, puisqu'il n'y a, bien sûr, du côté de Reza Shah d'Iran et d'Amouladin Khan d'Afghanistan, aucune révolution industrielle, aucun code civil nouveau, moderne, adapté à la modernité du moment. On pourrait penser, et on aurait raison, que la Turquie étant proche, beaucoup plus proche de l'Europe que sont l'Iran, et je ne parle même pas de l'Afghanistan, cette révolution kémaliste est réussie. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a aussi bien sûr le côté géographique de la proximité pour la Turquie de l'Europe, mais aussi le fait que l'Iran et l'Afghanistan n'ont pas réussi à faire leur révolution séculière de laïcisation, de séparation des pouvoirs. Alors, dans les commentaires, on parle entre nous, entre personnes qui aimons le sartorial, vous me faites souvent des commentaires qui me disent « Oui, mais je me sens un peu en décalage par rapport au reste de la société qui est en basket, survêtement, etc. pour la plupart des gens. » Oui, imaginez donc Kemal Atatürk imposant son vêtement moderne et très moderne même à des gens qui sont habillés comme au 19e siècle avec le fez et la djellaba. C'est exactement la même chose pour nous, sartoriaux. On se sent peut-être un peu en décalage.
De nos jours, je dirais, le sartorial pourrait être vu comme une sorte de rébellion, c'est pas que nous sommes à contre-courant, mais parce que le sartorial a toujours continué jusqu'à nos jours, mais comme ça devient une niche, ça peut être considéré comme une sorte de rébellion, donc la rébellion sartoriale.